Oui, donc bonjour à tous. Donc, merci Thierry, effectivement, de m'avoir donné la lourde tâche d'aborder la problématique de la douleur dans les troubles du spectre de l'autisme. Alors, pourquoi c'est un intérêt, l'évaluation de la douleur dans l'autisme? Parce que l'autisme et les troubles donc, du spectre large de l'autisme sont des conditions qui sont des conditions de haute vulnérabilité multiples vis-à-vis de la douleur. D'abord, c'est une pathologie neurodéveloppementale, donc à la différence de la déficience intellectuelle, les autistes se développent autrement, ils fonctionnent autrement. On a une pensée autistique, un fonctionnement autistique, un comportement autistique. Donc il est très difficile pour les soignants de pouvoir copier-coller et de pouvoir évaluer avec nos outils classiques, les outils dont on a à disposition dans le développement typique, l'évaluation de la douleur. L'autisme est dans le champ du handicap, donc ce développement atypique est source de difficultés et de limitations dans l'adaptation de l'individu. Et on sait que l'état douloureux, donc l'expérience douloureuse, est une expérience et un état qui nécessite beaucoup d'adaptation de l'individu. L'autisme est un spectre. Donc il y a une grande hétérogénéité des tableaux cliniques qui vont plus évoluer dans le temps. Donc pour essayer d'imaginer une procédure d'évaluation et des protocoles de prise en charge, on va être face à une multiple facettes en termes de communication, de comportement, de sensorialité. Donc ça on l'a largement développé, je pense, aujourd'hui dans les autres interventions. Donc l'autisme est, pour synthétiser, une association de vulnérabilité multiple face au processus douloureux. Inhérente à ces troubles de la communication, troubles de l'intégration sensorielle principalement, et aussi de par son association importante avec un autre handicap qui est source de vulnérabilité vis-à-vis de la douleur, qui est la déficience intellectuelle. Une autre problématique qui est très propre à la condition des personnes avec TSA sont la prescription de psychotropes qui sont très importants dans ce trouble et qui vont complexifier les mécanismes nociceptifs et les mécanismes d'expression de la douleur. Donc concrètement, face à toutes ces vulnérabilités, on est face à une surmortalité dans cette population-là, une surmortalité du fait que la douleur ne va plus jouer son rôle de signal d'alerte, de signal d'alarme pour la communauté scientifique et pour la communauté médicale. Et donc on va avoir très peu d'apanicite, mais beaucoup de péritonite. Et on va avoir effectivement à chaque pathologie somatique le niveau de seuil haut, parce que le système d'alerte de base, la douleur, elle ne va pas être pris en compte. Donc c'est une vraie question de santé publique et une vraie question éthique de prendre en charge la douleur dans ces populations. Donc on sait que ce sont des patients qui sont vulnérables. Ce qu'on sait aussi, et ce qu'on a souvent considéré, c'est que c'était des populations qui étaient plus fréquemment en contact avec des expériences douloureuses. Alors même, pourquoi? Parce que ce sont des troubles qui sont fréquemment associés à des pathologies somatiques qu'on sait à risque de douleur. Donc l'épilepsie, les troubles gastro-intestinaux, les troubles musculo-squelettiques, les malformations physiques, les mauvais états bucco-dentaires. Donc l'ensemble de ces pathologies somatiques sont sources de douleur. Donc leur association fréquente avec les TSA font penser que c'est une population qui est en plus régulièrement confrontée à des expériences douloureuses et plus régulièrement confrontée que la population typique. Alors ça c'est une idée qu'on a. Les études qui ont été un petit peu dans ce sens-là sont des études qui sont d'abord très peu nombreuses et qui sont des études qui sont en règle générale dans les populations de polyhandicap, donc pour des populations qui associent de la déficience intellectuelle et les TSA. Et même si dans ces études peu fréquentes et donc de méthodologie un petit peu complexe, il n'y a pas eu de prévalence qui a été retrouvée augmentée dans les TSA, néanmoins ce qu'elle rapporte c'est une confrontation régulière et répétitive. Donc même si le package des expériences douloureuses ne semble pas être plus élevé pour un sujet avec TSA, il est plus régulièrement et de façon plus répétitive confronté. Donc ça c'est un peu le contexte général. Notre contexte franco-français, c'est quoi? C'est d'abord que l'intérêt de la prise en compte de la douleur dans les populations avec handicap, c'est un intérêt qui est assez récent, même si depuis une trentaine d'années, on a de plus en plus de travaux et on a une amélioration générale de notre niveau d'appréhension, de prise en charge de la douleur. Néanmoins, les plans autisme qui sont intéressés aux populations de handicap, populations mal communicantes, vieillissantes, les nouveau-nés, c'est des plans qui sont assez récents. En matière d'autisme, on voit aussi qu'on est sur une échelle de temps qui est assez courte. La préoccupation de la douleur dans la population de TSA, elle est surtout née des recommandations de bonne pratique, en 2010, même si ce s'est échelonné en 2011, et même si un grand coup d'accélérateur est donné avec le 3e plan, qui nous propose dans la mesure 2 une fiche action très spécifique sur l'importance de l'évaluation, de la prévention et de la prise en charge de la douleur.
Notre contexte français, à nous, si on fait un état des lieux, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on se rend compte qu'on a aussi un surhandicap, qui est que lorsqu'on évalue ces populations, on voit un niveau de prescription très élevé des psychotropes, qui forcément complexifie l'évaluation, la prise en charge et l'expression de la douleur dans ces populations. Donc il ne faut pas mettre de côté et savoir que c'est une donnée à prendre en compte. Là, je vous ai redonné les résultats d'une belle étude menée par Mara Baghdadi, l'équipe de Montpellier, qui montrait qu'on avait 70% de prescription de psychotropes dans les TSA adultes, et notamment la moitié avec 2 neuroleptiques, et 83% de ces 66% avaient plusieurs associations de molécules. Quand on regarde nos pratiques en termes de prévention, est-ce qu'on a mis en place un petit peu une veille par rapport à ces populations-là? La même équipe a développé un PHRC, donc une étude assez longue, avec une belle cohorte de patients qui sont là, des enfants avec déficience associée, déficience intellectuelle associée. Et donc dans les résultats préliminaires, c'est pas les résultats finaux, ce qui est en tout cas mis en évidence, c'est qu'on a une attitude préventive beaucoup moindre avec les enfants TSA qu'avec les enfants typiques, voire même avec les enfants avec déficience intellectuelle. Donc, les gaz homéopathes, les patchs MLA sont des techniques là, qui sont entrées dans nos pratiques courantes d'accompagnement, par exemple de la ponction veineuse et de la prise de sang chez l'enfant typique. On voit que 83% des cas de ces enfants-là vont avoir ces techniques de prévention de la douleur, alors qu'en pratique courante, seulement 50% des enfants autistes vont avoir une proposition de ce type de technique. Donc ça, c'est juste un état des lieux. Hein. C'est pas, je ne vais pas ni juger ni analyser pourquoi ça se passe comme ça, mais en tout cas, c'est une réalité de terrain, une réalité française. Alors tout ça, c'est porté par nos représentations un petit peu historiques de la douleur dans l'autisme, qui sont portées surtout par nos observations cliniques, qui ont souvent mis en avant les phénomènes d'automutilation et les phénomènes d'absence de retrait lors de phénomènes nociceptifs, l'absence de recherche de réconfort, qui ont fait penser que l'autiste était insensible à la douleur ou avait une forme d'analgésie et d'insensibilité à la douleur. Alors, de ces observations-là, sont nées plusieurs hypothèses. Est-ce qu'il ne s'est pas manifesté? Est-ce qu'il ne perçoit pas la douleur? Donc, est-ce qu'il est vraiment dans une analgésie, pardon. Est-ce qu'il n'en a pas l'expérience? Est-ce que c'est l'intégration cognitive du processus douloureux qui est en panne? Ou est-ce que, tout simplement, ses perceptions, sensations sont tellement différentes des nôtres que notre visibilité et notre grille de lecture, elle ne va pas être accessible? À côté de ça, ce qu'on sait aussi, ça ce sont des travaux qui ont été menés dans les années 90, c'est qu'au niveau physiologique, donc c'est les premières études qui se sont un petit peu intéressées à ça, se sont intéressées, c'était plutôt par hasard, à l'activité opiacée dans les TSA, qui sont des régulateurs, qui sont des modérateurs de l'axe nociceptif, et ces études-là étaient en faveur d'une hyperactivité de l'axe opiacé. Donc on a considéré que ça pouvait participer en tout cas à l'explication de l'apparente analgésie, notamment des phénomènes d'automutilation. Si on fait un état des lieux en 2014, indépendamment de notre histoire, de notre état des lieux dans les pratiques, de ce qu'on sait par rapport aux expérimentations qui sont faites et par rapport aux études qui sont menées, d'abord qui sont très faibles, il y en a moins de 6 qui sont notables dans le sujet. C'est d'abord, donc ce sont des études qui évaluent l'expression de la douleur. On ne va plus évaluer la notion d'insensibilité ou de sensibilité. Là, il y a un consensus pour dire qu'effectivement, les autistes, les personnes avec autisme perçoivent et ont une sensation douloureuse. D'accord, ils ont tout le bagage physiologique et neurologique des mécanismes de la douleur. Donc, voilà, c'est plus ça qui est mis en question. La question de ces études, c'est quelles sont les modalités d'expression et sur quoi on peut se baser pour mettre en place des GSL adaptés. Alors actuellement, si on refait une revue de la littérature de ces études, il y a une revue qui a été faite par Amandine Dubois, qui est actuellement à Brest, mais qui a participé aux travaux de Montpellier, qui reprend bien ces notions-là. D'abord, c'est qu'il y a peu de choses qui sont faites. Les méthodologies ne sont pas tout à fait différenciées de la déficience intellectuelle, donc ça complexifie un petit peu l'analyse des résultats. Et on a des résultats qui sont non consensuels. On a d'un côté des données qui nous confortent dans l'idée qu'il n'y a pas d'expressivité de la douleur. Donc cette apparente analgésie, elle est présente dans le cadre d'une dissociation paradoxale, puisqu'on aurait une hyporéactivité comportementale, pas de réflexe de retrait, pas de modification, pas de protection de la zone douloureuse, que ce soit en situation du quotidien ou en situation de prise de sang, par exemple. Peu de réaction faciale, pas de mimique faciale, qui sont censés être nos indices, nous, dans la population typique, pour évaluer le taux de douleur et l'émergence, le repérage de la douleur. Donc ce serait absent dans les populations avec TSA, alors que si on recherche les signes neurovégétatifs, donc physiologiques,
qu'on connaît comme étant expression de la douleur. Donc c'est la tachycardie, enfin les mouvements cardiaques et la présence, enfin l'augmentation en tout cas de l'axe noradrénergique, donc l'augmentation du taux plasmatique. On voit qu'il y a une hyperactivité. Donc dans cette étude-là, ils font une ponction veineuse, donc une prise de sang des enfants, et on voit que la tachycardie, enfin le cœur augmente, qu'il y a une décharge noradrénaline plasmatique, alors même que l'évaluation comportementale, la sortie comportementale, elle est neutre. C'est pour ça qu'on parlait de dissociation. Donc ces premiers résultats-là nous font dire qu'il y a une expressivité de la douleur chez les autistes, mais ces résultats ne sont pas tout seuls, sont mis un peu en contrebalance avec d'autres résultats qui nous parlent plus d'une apparente analgésie qui serait liée aux particularités elles-mêmes du trouble autistique. Ces particularités qui sont entre la communication, verbale et non verbale, mais qui sont aussi l'association du trouble du schéma corporel et cette société contextuelle qu'on connaît bien maintenant et qui touche et qui impacte les processus développementaux, les processus de communication et les processus de développement des interactions sociales chez ces individus. Donc cette cécité contextuelle, elle serait effectivement responsable d'atypie, ou en tout cas de manifestations particulières et spécifiques à ces populations face à une stimulation douloureuse. Donc les résultats, c'est notamment les résultats d'Amandine Dubois et autres, qui ont montré que par exemple dans les deux groupes d'enfants, il n'y avait pas de différence en termes de mimique faciale dans les deux situations douloureuses. Donc, ça ne permettait pas de dire l'enfant autiste a des mimiques faciales qui sont présentes quand il y a une stimulation douloureuse. Par contre, ce qu'il a de plus, c'est des plus, lui. Pas des choses en moins. C'est qu'il a, par contre, cette population aurait des manifestations comportementales qui seraient spécifiques de son trouble. Donc, elle situe cette spécificité surtout dans la dimension motrice et dans la dimension verbale, avec une augmentation des productions vocales en règle générale et des comportements induits qui seraient d'ordre trouble des conduites ou hétéro ou auto-agressivité. Donc, il y aurait des marqueurs, en fait, supérieurs dans la population autiste à la différence du concept de base où on pensait qu'il y avait juste une extinction des comportements classiques. Donc on est d'accord, actuellement le consensus c'est de dire que les enfants autistes ont un peu le bagage interne de toute la mécanique de réactivité et de perception de la douleur. Les questions qui restent en suspens sont sur est-ce que c'est des mécanismes qui sont complètement régulés, donc c'est plutôt sur la sommation temporelle de ces manifestations, et est-ce que l'expressivité comportementale, la sortie comportementale est très spécifique, et est-ce qu'on peut trouver des choses très spécifiques. Donc l'absence de données consensuelles, pour nous cliniciens, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un choix d'outils qui est quand même très difficile, parce que comment on va repérer et évaluer une douleur qui est non communiquée, non exprimée et mal documentée? Alors, donc comment repérer une douleur chez les personnes avec TSA? D'abord, un espèce de postulat de base, c'est que quand on n'a pas d'outils de communication, qu'est-ce qui nous reste? C'est le comportement. Donc je pense que le principal message qui a passé, c'est que comment repérer la douleur chez une personne avec TSA, c'est de repérer tout changement comportemental. Donc là, une pré-liste peut vous être donnée, puisque ça va être les plus fréquents quand on retourne dans la littérature. En même temps, en individualisant par rapport à aux personnes que vous suivez, le changement de comportement doit faire évoquer en première intention un phénomène douloureux. L'agitation psychomotrice, les autres troubles du comportement de type cri, mutilation, auto-hétéroagressivité, explosion violente, repli sur soi, diminution des initiatives sociales, puis tout le cortège de troubles instrumentaux, sommeil, appétit. Effectivement, je vous rejoins, toutes ces manifestations-là sont des manifestations qu'on décrit dans les TSA. Donc la question n'est pas de les voir apparaître, quoique si elles apparaissent, c'est qu'il y a effectivement un doute sur un processus douloureux, mais en tout cas qu'elles changent et qu'elles s'accentuent, qu'elles s'intensifient, qu'elles se généralisent par exemple. Donc avoir des signes d'alerte qui seront comportementaux. Après, la deuxième chose probablement à avoir en tête quand on est clinicien et quand on est soignant et quand on accompagne ces personnes avec TSA, c'est leur façon de fonctionner, la pensée autistique, le fonctionnement autistique. Donc cette cécité contextuelle qui nous permet de comprendre mieux aussi les modalités de réaction face à la douleur. La douleur, elle va être ressentie de la même manière que pour eux, il est difficile de comprendre l'interaction sociale, donc elle va être ressentie comme de façon brute et acontextuelle, sans situation contextuelle. Donc ça va être plutôt sous une forme d'expression violente, inexpliquée, avec des conduites hétéroagressives d'apparition brutale qui peuvent être dirigées vers les personnes, vers les objets, qui peuvent apparaître immédiatement ou même en décalé avec les stimulations douloureuses, d'accord, puisque le contexte n'est pas intégré avec le ressenti et la perception émotionnelle. Ça entraîne surtout des absences de réflexes, de retrait nociceptif,
Là, une histoire que je raconte souvent, parce que c'est une histoire que j'étais contemporaine de cette histoire. C'était une jeune résidente qui était dans un FAM et qui, donc du coup, est restée en fait sous sa douche, enfin, était sous sa douche. Il y avait un problème dans les canalisations avec que l'arrivée d'eau chaude. Donc elle s'est fait quasi ébouillanter, cette jeune personne, et donc elle a crié, elle a commencé à s'automutiler, et donc les éducateurs sont arrivés, mais elle est restée sous la douche. Vous voyez le différentiel. Donc, effectivement, la conduite des soignants et des accompagnants, ça doit être un système d'alerte à la place de l'individu, d'autant plus que l'individu ne va pas se protéger. Donc, absence d'anticipation de l'événement, pas de protection de la zone douloureuse. Donc ça veut dire quoi pour les médecins dans la salle? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on adapte notre évaluation clinique, somatique. Nous, on a été formés avec un cortège de signes lorsqu'on palpe un abdomen. On a un cortège de signes positifs, la douleur, mais aussi ce qui entoure la douleur. La zone de retrait, on monte les jambes, etc. Et une personne qui a un TSA ne va pas avoir ces comportements-là, d'accord, en anticipation. Chaque zone palpée douloureuse va être revécue comme étant une zone palpée nouvelle, à chaque palpation. Donc, incohérence de l'examen clinique, en tout cas, il faut le prendre en compte. Et puis, non, pas de stratégie pour chercher de l'aide auprès des soignants. Donc, comment repérer? Rester vigilant, se substituer à l'individu et être dans l'alerte. L'alerte, la connaissance des comportements qu'on peut cibler et la connaissance des particularités de ce fonctionnement-là. Comment évaluer maintenant? Alors, l'autre message fort que je veux vous passer, c'est que toute approche de la douleur, ça passe par la communication. Donc, tout effort d'une institution, d'un soignant, quel que soit le professionnel qui veut accompagner cette évaluation de la douleur, il doit avoir une idée très claire du niveau de communication de l'individu. Il faut d'abord évaluer la communication avant de pouvoir avant de se donner les moyens d'évaluer la douleur. Deuxième message, donc premier, je rejoins mes collègues, on aime beaucoup aussi le Comvor au CERA-Aquitaine, qui est un outil qui est de manipulation très, pas simple, mais très intéressant et très efficace, et qui va permettre de répondre à des questions clés. À quel niveau cet individu se situe-t-il? Si vous avez des niveaux de communication sensorielle, donc des petits niveaux, voire perceptifs aussi, vous ne pouvez pas vous imaginer être dans l'apprentissage du visuel ou de la communication visuelle pour faire des demandes ou pour faire des signaux d'alarme. Donc vous restez sur le niveau du comportement. Et après, effectivement, ça pousse les soignants à évaluer dans le niveau de la représentation à quel niveau on se situe. Est-ce qu'on est dans du schéma, du picto, de la photo, etc. etc. Voilà, donc ça pousse à ça, et à savoir aussi autre chose, donc son moyen de communication, mais surtout sa stabilité en fonction du contexte. On n'a pas les mêmes compétences de communication quand on a un niveau de stress. C'est une collègue belge qui nous disait ça l'autre jour, la semaine dernière. Elle parle très bien l'espagnol, mais elle a une phobie des avions. Donc quand elle se retrouve à l'aéroport, elle est incapable de lire les inscriptions en espagnol. Sa compétence de communication a diminué d'un cran. Et c'est parce qu'elle est en situation de stress. Donc il faut considérer ça. Il y a le moyen de communication usuel de l'individu et il y a la stabilité de ce moyen de communication. Et pour travailler la douleur, il faut baser sur la stabilité de ce moyen de communication. Donc il va perdurer dans le niveau de stress. Donc, autre message, nous n'avons pas à disposition en France de troubles d'évaluation, d'outils d'évaluation qui vont être spécifiques des TSA. Donc il va falloir adapter les outils qui existent, parce que néanmoins, effectivement, on est à une période maintenant où c'est tout à fait adaptable et tout à fait faisable d'évaluer cette douleur dans les TSA. Donc les outils des non-communicants, quand je dis non-communicants, c'est qu'on est dans un stade où effectivement vous ne pouvez pas mettre en jeu d'outils de communication alternes, donc sensoriel, présentatif. D'accord? Là, il faut viser sur le comportement. Quand on vise sur le comportement, on ne va pas essayer de travailler avec l'auto-évaluation. On va former les équipes à affiner leur œil et à faire de l'hétéro-évaluation et de faire dans leur évaluation de la douleur une question d'hétéro-évaluation, d'observation. Les outils vont avoir l'objectif qui est pluridisciplinaire, qui véhicule entre les équipes et qui va permettre d'évaluer la douleur somatique. Elle va permettre surtout également de pouvoir suivre l'évolution des conduites qu'on a mis en place, des procédures qu'on a mis en place pour mettre une fin et interrompre et lutter contre la douleur. Donc ces hétéro-évaluations sont des hétéro-évaluations qu'on va emprunter à ce qui existe actuellement dans la déficience intellectuelle. Donc il y en a plusieurs en France qui sont validées et traduites en français. Il y en a plein d'autres qui sont anglophones. On n'a pas encore traduit en France, qui sont même des fois plus intéressantes. Les principales qu'on va retenir pour la population qui nous intéresse, ça va être les deux que vous voyez en rouge. C'est la grille d'évaluation des douleurs des déficiences intellectuelles et la San Salvador, la GLIDES.
La GEDDI va permettre à n'importe quel professionnel, sans connaître la personne, de pouvoir avoir un niveau d'évaluation d'une douleur aiguë ou chronique. Elle permet de coter, avec de 0 à 5, comme ça, avec 30 items, des comportements qui vont être observables. Donc vous voyez rien du tout. Alors moi, c'était pas fait comme Dominique Fiard, c'est fait exprès. Donc c'est pas grave, la GEDDI est disponible sur Internet. Donc l'idée, c'est de coter entre 0 et 3, et quand vous avez un score supérieur à 6, vous êtes dans une douleur supposée légère, et quand c'est supérieur à 11, vous êtes dans une douleur moyen à sévère. 5 minutes. Ok. Donc la deuxième, c'est la grille DES, donc qui est très intéressante parce qu'elle a une double approche, elle a un double volet. Elle a un dossier de base qui permet de caractériser les comportements classiques de l'individu, donc l'automutilation, les cris, le retrait, etc. Donc vous avez une photographie de base de l'individu hors situation douloureuse. Et ce dossier de base va suivre la personne partout où il va, et il va être fait par les équipes pluridisciplinaires. C'est pas un individu, c'est plusieurs. Donc on se met d'accord sur la façon dont fonctionne cette personne. Elle va suivre l'individu, donc n'importe qui le croise et qui suspecte un épisode douloureux prend en référentiel ce dossier de base et va coter des items de comportement, mais pas présent, pas présent. Ils vont le coter en référentiel du dossier de base. Donc ils vont être très précis sur les modifications d'état de l'individu. Comme vous voyez, il y a 3 groupes de symptômes, de comportements observables. De la même manière que pour la GEDDI, ce sont des outils qui sont spécifiques de la déficience intellectuelle et pas de l'autisme. Donc on retrouve l'imperfection. Par exemple, les signes moteurs, réaction de défense, protection de la zone, c'est pas du tout pertinent pour les TSA. L'expression d'amnésique, c'est encore non consensuel, donc c'est peu pertinent aussi. Donc ce sont des outils qui sont extrêmement importants, donc là vous l'avez aussi, extrêmement importants à manier par les équipes et à connaître par les équipes, en sachant qu'il faut se l'approprier et probablement faire un petit peu un ménage interne pour que ça colle aux individus et à la pratique de l'institution. Néanmoins, ce sont des bons outils de base pour travailler là-dessus. Donc ça va permettre de ne pas confondre la douleur somatique et le mal-être, comme on peut des fois le faire, et ça va permettre d'éviter la prescription d'antalgiques inadaptés, mais surtout la prescription d'antipsychotiques inadaptés, dans les troubles du comportement. Les outils des mal communicants, donc c'est ceux qui ont un niveau de communication, mais qui n'ont pas un niveau de communication très fonctionnel. Donc on retrouve les questionnaires parents. L'idée, c'est de faire une photo de base. D'accord ? Donc la GEDDI est utilisée dans ce cadre-là pour avoir une photographie de base de comment ils se comportent en situation douloureuse. Et ensuite, on a les auto-évaluations. Donc là, l'auto-évaluation qui est classique dans la population typique, l'EVA, l'échelle du visuel analogique, eh ben, il va falloir l'adapter à nos populations particulières, puisque l'interrogateur du patient n'est pas possible et que surtout, il y a un trouble de la représentation des émotions, il y a un trouble du schéma corporel, un trouble de la communication. Donc je rappelle, toujours bien connaître le niveau de communication de la personne. Deuxième message, ces outils visuels ne sont jamais à utiliser à la sauvage lors de l'épisode douloureux. S'ils n'ont pas un processus d'apprentissage sous-jacent, ils ne vont pas servir à grand-chose. Ils ne vont pas être intégrés. Les outils visuels, c'est rendre visible ce qui est invisible. Mais pour cela, il faut que ce soit des outils appropriés, donc avec un passage par l'apprentissage dans les situations où l'enfant n'est pas dans une situation douloureuse. De la même manière qu'on apprend à un enfant maintenant à reconnaître ses émotions, eh bien on peut apprendre à un enfant à reconnaître et à contextualiser. On refait l'association. La cécité contextuelle, on essaye de la travailler pour qu'ils aient une représentation de la douleur sur plusieurs contextes qui leur est propre. Hein. Celui-là, c'est pas un truc, c'est un exemple propre à l'enfant. Il faut inventer celui qui est individualisé à l'enfant. Et toujours une case blanche, hein, parce que c'est pour le moment où justement on n'a pas ces contextes-là. Il faut aussi apprendre et permettre à l'individu d'individualiser la zone douloureuse de façon visuelle. Donc il y a plein de techniques et plein d'outils que vous avez à disposition. Maintenant, voilà, il y a de plus en plus de choses comme ça au niveau visuel. Et la même chose en termes d'intensité. À combien, montre-moi le visage qui a mal comme toi. D'accord ? Donc vous allez en niveau de complexité croissante, et en fonction des niveaux de représentation de l'enfant, qui peut être soit picto, soit des photos, soit des choses un peu serrées, soit du visuel couleur, soit du visuel numérique. Donc il y a plein de choses hein, maintenant. Vous allez sur le site Sparadrap, par exemple, vous en avez plein. Donc en conclusion, il y a une nécessité importante d'abord d'adapter les grilles d'évaluation d'hétéroquestionnaires qu'on a à disposition et surtout de les valider dans nos populations, dans les populations qu'on prend en charge. Il faut aussi sensibiliser et intégrer dans nos pratiques l'apprentissage de l'évaluation de la douleur. Il faut le faire en aval de la situation de problème. Il faut réfléchir aussi à des protocoles de prise en charge de la douleur qui vont être adaptés aux personnes avec TSA en situation de soins. Peut-être qu'effectivement, la page Jamila, ce n'est pas la formule la plus adaptée, parce qu'on sait leur particularité sensorielle dans le contact, et peut-être qu'effectivement, c'est plus anxiogène pour eux, ça.
que l'homopa, par exemple. Et ça, c'est des questions qu'il faut se poser et qu'il faut vraiment protocoliser. Je vous remercie et je fais rappel. Bravo.